Merci. Donc, merci d'être tous là après cette très belle matinée. Donc moi, je vais vous parler essentiellement de la montée du niveau marin et de ses causes. Je vais revenir un peu sur les causes depuis le dernier maximum glaciaire, donc il y a à peu près 20-21 000 ans. Et pour ce faire, en fait, ce que l'on utilise pour reconstituer justement ces grandes fluctuations, ce sont des marqueurs que l'on peut retrouver à l'état fossile, qui sont des marqueurs biologiques. Alors je vais essayer de faire passer, je ne sais pas si ça marche. Dans quel sens il faut que je le fasse? Back. Non, ça ne marche pas. C'est peut-être pas moi qui l'ai changé, c'est ça le problème. Bon, on va faire avec. Les marqueurs biologiques en fait du niveau marin qu'on va pouvoir utiliser justement pour, sont des marqueurs qui existent actuellement et que l'on va retrouver à l'état fossile et que l'on va pouvoir dater. C'est ça le principe, avec des techniques que je vais brièvement mentionner. Ces marqueurs biologiques, eh bien, ce sont des objets, des organismes en fait, qui synthétisent de la pierre, du carbonate de calcium, et que l'on va pouvoir retrouver soit en carottage, soit carrément en prenant des échantillons sur une pente. Ici, dans cette planche, je vous représente 4 photos, en particulier des récifs coralliens. Les coraux, ce sont des animaux, mais qui, dans ces récifs, fonctionnent en symbiose avec des algues, et pour pouvoir synthétiser et suivre le niveau de la mer, en fait, ils sont obligés en fait de suivre ce niveau marin parce que les algues ont besoin de lumière et donc les coraux, si le niveau de la mer monte, vont essayer de suivre ce niveau marin pour justement continuer ce fonctionnement avec une symbiose avec ces fameuses algues zooxanthelles. Alors, il y a certaines espèces qui sont très restreintes au point de vue de leur bathymétrie, de leur habitat, et c'est celle-là que l'on va privilégier pour essayer de reconstituer les niveaux marins dans le passé. Une des planches dans une des photographies, vous pouvez voir des terrasses coralliennes qui correspondent à des hauts niveaux marins. Donc, carrément, on a des récifs fossiles que l'on va pouvoir étudier. Et dans d'autres zones, ici, je vous ai remontré, on en a montré ce matin, ces fameux trottoirs algaires de Méditerranée qui nous servent aussi, que l'on peut retrouver à l'état fossile et qui nous permettent de faire des datations et de reconstituer des variations, des changements du niveau marin. Alors, prochaine diapo, si c'est pas moi qui le fais. Il y a d'autres évidences, en fait, de grandes fluctuations du niveau marin. Ici, ce qui est représenté, c'est juste une encoche. Lorsque le niveau de la mer est relativement stable pendant une certaine période, eh bien, on peut voir une encoche marine directement. Ici, ce que je vous montre, c'est une photo qui m'a été confiée par un collègue, Fabrizio Antonioli, avec qui on a beaucoup collaboré, sur l'encoche qui est située sur la côte italienne, que l'on peut suivre sur la côte italienne, au nord et au sud de Rome, et elle est située à peu près à 7 mètres au-dessus du niveau marin actuel. 7 mètres, c'est très conséquent, ça correspond à la fonte totale du Groenland. Alors, c'est pas ce qui s'est passé exactement, il y avait une contribution de l'Antarctique, mais encore une fois, des fluctuations dans le passé qui sont très conséquentes, très importantes. Et alors, ce haut niveau marin correspond à une période très reculée, que l'on appelle le dernier interglaciaire, il y a à peu près 125 000 ans. On le sait parce que dans les mêmes niveaux, eh bien, on peut retrouver des fossiles. Alors, ce ne sont pas des coraux massifs comme dans les îles tropicales, mais je vous présente une photo d'un mollusque, Strombus bubonius, qui était vraiment typique de ces niveaux du dernier interglaciaire, que l'on peut dater. Et pour dater, eh bien, on utilise des outils qui sont présentés dans la planche suivante, ce que j'appelle les machines à remonter le temps. Ce sont les machines, ici ce que je vous montre, en fait, ce sont les quelques machines à remonter le temps que nous utilisons au CEREJ, que nous avons installé. Bon, c'est un laboratoire qui existe depuis maintenant presque 30 ans. Et il y a différentes catégories. Ce sont essentiellement des spectromètres de masse qui nous permettent de mesurer des isotopes avec des quantités infimes pour pouvoir reconstituer l'âge des objets et donc de remonter à une échelle temporelle, à une chronologie, ce qui est fondamental. Ce sont les mêmes outils que nous avions utilisés justement pour dater Baccio-Quiro en collaboration avec Jean-Jacques Hublin, par exemple. Ici, ce que je vous montre, il y a un spectromètre de masse qui est dédié au carbone 14, d'autres qui sont dédiés à l'uranium et au thorium pour des périodes plus reculées. Et l'accélérateur le plus gros, 5 mégavolts, est utilisé pour d'autres isotopes. Mais tous ces outils nous servent à dater, et les datations sont véritablement fondamentales pour essayer de comprendre ces fluctuations. C'est l'axe temporel. Et bien évidemment, l'amplitude nous est donnée par l'altitude ou la profondeur des évidences retrouvées dans des carottages ou autres.
Donc, ça fait à peu près 30 ans en fait, que nous travaillons au CEREJ à Marseille. Donc on a commencé en particulier avec un collègue qui est ici présent, Bruno Hamelin. Donc on avait d'abord travaillé dans les Caraïbes, sur l'île de la Barbade, et depuis maintenant 25 ans, en fait, nous travaillons essentiellement en Polynésie, bon, pour des raisons d'accessibilité. En même temps, il y a beaucoup de récifs que l'on peut carotter. Ici, vous avez donc une figure qui vous montre, en fait, qui résume un petit peu ce que nous avons fait pour essayer de reconstituer ces fluctuations du niveau marin à Tahiti, avec des forages des récifs coralliens pour prélever ces coraux anciens qui sont maintenant submergés, en particulier par la dernière transgression glaciaire. Donc on va être obligé de faire des carottages. D'abord, on a travaillé avec des carottages verticaux, puis des carottages déviés. Ce qui vous est présenté en bas, c'est l'implantation des carottages sur le récif barrière de Tahiti, de Papeete. En fait, là, une partie du port de Papeete est construite, donc il est possible d'y avoir accès de façon assez facile. Et plus récemment, nous avons co-organisé une mission offshore avec un bateau océanographique dans le cadre d'une grande expédition, dans le cadre d'un projet international qui s'appelle IODP, pour prélever des forages offshore, pour essayer de compléter et d'avoir les coraux qui, bien évidemment, poussaient au fond de la mer à plus de 100 mètres de profondeur pendant la glaciation. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de détails en fait, sur ces fluctuations, je vais juste vous présenter quelques planches, donc planche suivante. Ici, vous avez une planche en fait, qui résume la remontée du niveau marin reconstituée à partir des carottages du récif barrière de Tahiti. Bon, c'est une compilation des différents travaux que nous avons publiés sur 25 ans. Bon, encore une fois, résumé et simplifié, avec une échelle qui vous montre les profondeurs par rapport au niveau actuel. Le niveau 0, c'est le niveau actuel, et vous voyez qu'il y a à peu près 20 000 ans, il y a une échelle temporelle qui passe de gauche à droite avec une flèche rouge, voilà, qui vous montre l'échelle temporelle avec le maximum glaciaire vers 20 000 ans avant le présent, donc pour Tahiti, 120 mètres en dessous du niveau marin actuel. Et c'était ça l'intérêt de toute l'étude, que je ne détaillerai pas, c'est que le taux de remontée est assez variable. Il y a eu des saccades, on peut les calculer de façon assez précise en calculant des taux d'élévation exprimés en millimètres par an. Et vous voyez qu'il y a des accélérations en particulier. On l'avait d'abord découverte à la Barbade, une accélération qui a eu lieu à peu près vers 14 500 ans avant le présent, que l'on a appelé le Meltwater Pulse 1A, c'est-à-dire qui correspond à de l'eau de fonte. C'est très simple et qui correspond à une accélération de ce taux d'élévation du niveau marin avec des taux de l'ordre de 40 à 50 mm par an. J'avais rappelé dans mon introduction ce matin que le taux actuel observé par les satellites altimétriques est de l'ordre de plus de 3 mm par an. Donc là, c'est un ordre de grandeur supérieur à ce que nous subissons actuellement. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est ponctuel, qui est lié justement, comme le rappelait Catherine Ritz, à d'énormes flux de glace qui correspondaient à cette fameuse calotte laurentide située sur le Canada, qui a fondu pendant cette période de déglaciation. Alors le taux d'accumulation a varié, vous voyez 8 mm, 12 mm, et pendant la période des derniers 6 000 ans, vous voyez que ce niveau marin s'est stabilisé avec un taux d'élévation qui était de l'ordre du millimètre par an ou inférieur. Nous y reviendrons. Donc une déglaciation qui est relativement bien comprise au point de vue de sa quantification. C'est quelque chose que nous avons pu comparer avec des données précédentes que nous avions obtenues sur d'autres sites, en particulier le site de la Barbade dans les Caraïbes. En fait, chaque point est avec d'autres sites, en particulier le site de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ici, vous avez une compilation des quelques séries très longues qui sont en fait très difficiles à obtenir. Il n'y en a pas tellement, et finalement, il y a peu de nouveautés, je dirais, sur le sujet. Il y a eu quelques efforts récents sur la Grande Barrière, mais pour la déglaciation, c'est pas vraiment très ça ne change pas les choses. Ce qui est important, c'est de voir qu'on a, avec ces différentes données provenant de différentes zones, Australie, Pacifique, Caraïbes, on peut mettre en évidence cette remontée depuis le dernier maximum glaciaire, et toutes les courbes montrent une singularité vers 14 000, 14 500 ans avant le présent, qui correspond à ce fameux MWP1A, à une accélération qui est liée justement à des problèmes, à des phénomènes de dynamique de fonte de la calotte laurentide. Alors, il est possible de revenir ici. Donc, je vous ai présenté des sites qui sont très éloignés de Marseille. On va pouvoir revenir à Marseille, justement. Je vous ai déjà montré cette planche
qui vous montre une vue imagée de la grotte Cosquer avec son siphon qui est situé 37 mètres en dessous du niveau marin, les peintures qui montrent que le climat était beaucoup plus froid. Et comme l'accès actuel est à 37 mètres, ça signale bien le fait que la mer est montée depuis, mais il est intéressant d'essayer de voir à partir de quand est-ce que cette grotte Cosquer a été fermée, ou au moins son siphon situé à moins 37 mètres, son entrée à moins 37 mètres. Donc c'est ce que l'on peut faire de façon très simplifiée à partir de la prochaine planche, en considérant là directement les niveaux marins postglaciaires de Tahiti et de la Barbade, que j'ai représenté avec un zoom entre 14 000 et 9 000 ans avant le présent, et pour une paléobathymétrie entre 80 mètres et 30 mètres en dessous du niveau actuel. Donc ce que l'on peut voir, c'est que si on regarde la cote de moins 37 mètres, eh bien, on va voir que le niveau marin est passé au-dessus de cette cote, à peu près vers 9 000, 10 000 ans, pratiquement 10 000 ans si on considère les données de Tahiti. C'est un peu plus précoce, au-delà de 10 000 ans, si l'on considère les données standards pour la Barbade. Il y a quelques incertitudes qu'on examinait justement dans les papiers récents sur les corrections qui sont appliquées sur la tectonique de la Barbade. Il y a donc en fait une incertitude lorsqu'on prend comme ça cette vue simpliste en prenant les données de la Barbade et les données de Tahiti. On va tourner autour de 10 000 ans avant le présent pour la fermeture de la grotte Cosquer. Comme je vais y revenir, c'est trop simplifié, on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse en essayant de simuler les choses au niveau de la côte marseillaise, en particulier parce que, alors il n'y a pas de coraux constructeurs de récifs, malheureusement pour les plongeurs à Marseille, mais il y a d'autres formes qui sont utiles, en particulier ces fameux trottoirs algaires à Lithophyllum bisoides ou Lithophyllum lichenoides, en forme de lichen, comme le montre la photo en bas à gauche. Ce sont des formations d'algues encroutantes formant du calcaire, des algues rouges, qui sont très restreintes au point de vue de leur habitat bathymétrique et qui restent en fait à fleur d'eau. Un des premiers à avoir utilisé ces algues fossiles, c'est Jacques Laborel, qui avait fait ce fameux schéma qui avait été repris par Jacques Collin-Gérard dans un autre ouvrage, qui vous montre en fait que cet organisme va pousser pratiquement au ras de l'eau, et donc on peut trouver des fossiles, c'est ce qui avait été fait, planche suivante, par Jacques Laborel et ses collaborateurs. Ici, c'est un diagramme qui avait même été inclus dans le rapport du GIEC de 2013, alors ici, on se rapproche, on est véritablement sur la côte du sud de la Méditerranée, entre La Ciotat, Gien et Porquerolles. Vous avez une fluctuation pour les derniers millénaires, ça ne remonte pas jusqu'au maximum glaciaire pas de façon continue avec ces organismes. Vous avez on observe une remontée qui est de l'ordre de 1 mètre, 1,50 mètre pendant les derniers 4-5 000 ans. Donc une remontée qui est de l'ordre de 0,3 mm par an si on utilise la même unité, ce qui là est pour le coup 10 fois plus faible que l'augmentation observée actuellement avec les satellites. Donc il faut mettre en parallèle les deux élévations ici sur les derniers millénaires. Cette fluctuation qui peut être impressionnante, 1,50 m, elle est bien inférieure à ce que l'on subit actuellement au point de vue taux d'élévation du niveau marin. Donc voilà il est possible, pour la région de Marseille, il est possible de faire le même type d'études sur les derniers millénaires en regardant des objets, en particulier des coraux. Certaines morphologies de coraux permettent d'être très précis, d'avoir une précision presque centimétrique ou de quelques centimètres sur le niveau marin. C'est ce que l'on appelle des micro-atolls qui vivent vraiment au ras de l'eau. Ici, je vous présente quelques photographies qui sont tirées d'un ouvrage, d'un article récent qui est de travaux qui ont été réalisés au CEREJ par Nadine Allman et collaborateurs sur des micro-atolls de Polynésie, en particulier ici de Fakarava. Je vais reprendre l'autre, de Fakarava pour les photos. Si je peux, vous voyez en haut à gauche un micro-atoll actuel qui est vraiment au ras de l'eau, et ce qui est représenté à droite et en bas, ce sont des micro-atolls fossiles équivalents que l'on va pouvoir dater à Fakarava, à Maupiti, à Tahiti ou à Bora Bora, avec des âges au carbone 14 ou avec l'uranium thorium. Alors c'est
Planche suivante, c'est ce qui a été fait par Nani Dalman et ses collaborateurs au CEREJ, et d'autres auteurs ont fait ça dans d'autres îles. Ici, j'ai représenté un diagramme pour Kiritimati, pour les îles Cook. Pour la Polynésie, c'est le diagramme du haut. Vous voyez que sur les derniers millénaires, hein, il s'agit de la période entre 6000 ans et maintenant, on voit que depuis 4-5 000 ans, le niveau de la mer, il baisse. En fait, il baisse pratiquement de 1 mètre. Ici, vous avez l'échelle qui est située, enfin, qui est représentée à gauche. Donc, on a une baisse qui est au premier ordre, c'est contre-intuitif, mais elle est contraire à celle que l'on observe pour la région marseillaise. Donc une baisse en Polynésie, une augmentation de l'ordre du mètre au niveau de la côte marseillaise. Et tout ceci, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ceci est lié, le fait qu'il y ait une discordance ou un désaccord apparent entre l'évolution du niveau des mers à Marseille et en Polynésie, avec une baisse, on ne peut pas faire plus flagrant, une baisse contre une augmentation, une élévation, eh bien tout ça est lié au fait que le principe des vases communicants simples ne s'applique pas parce que la Terre se déforme. Catherine Ritz nous en a parlé ce matin. Je vais juste montrer une planche supplémentaire qui vous représente le fait que lorsqu'une calotte de glace est posée sur un continent, elle a tendance à le déformer, à créer une dépression. Tout autour, il y a un bourrelet périphérique, un bourrelet périglaciaire. Après la déglaciation, la glace peut fondre rapidement, mais la Terre, à cause de ses caractéristiques viscoélastiques, est beaucoup plus lente à se remettre en forme. Il y a des mouvements à la fois élastiques et visqueux, en particulier en profondeur dans le manteau. Il y a des mouvements qui vont être centripètes, qui vont amener de la masse vers l'intérieur de cette zone. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, toute la Terre est affectée par ces changements de morphologie. Alors ça va être des centaines de mètres à proximité des calottes, mais par contre, ça a des répercussions dans le Pacifique et en Méditerranée, ce qui fait que la discordance apparente entre les données de Marseille et de Tahiti et de Polynésie, en fait, elle est complètement bien expliquée. Je n'ai pas le temps de le faire, je l'ai fait dans des cours qui sont disponibles sur le site du Collège de France, mais on a une compatibilité quand on fait les corrections qui sont avec des modèles géophysiques en liaison avec ces phénomènes. Alors, j'ai une prochaine planche. Oui. Ce phénomène en fait, de réajustement isostatique post-glaciaire, il se poursuit actuellement. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. On a, à l'heure actuelle, encore l'influence des glaciations du Quaternaire. Ici, 2 cartes qui vous présentent en fait, les mesures actuelles par GPS, qui représentent les mouvements verticaux au niveau de l'Amérique du Nord. Et ce que l'on peut voir, c'est que alors, toutes les flèches sont représentées soit vers le haut, soit vers le bas, mouvements vers le haut qui vont jusqu'à pratiquement 10 mm par an, donc 1 cm par an. En fait, c'est la Terre qui remonte. Et toute la zone du bourrelet périphérique, ce matin, on parlait de la Hollande, c'est Catherine Ritz qui nous en parlait. Ici, on est en Amérique du Nord. Tout autour, eh bien, les flèches sont jaunes parce qu'il y a une subsidence qui va se cumuler aux fluctuations du niveau marin qui sont liées au changement climatique actuel. Donc ça, c'est des changements qui sont liés à la remise en forme de la Terre, mais avec la mémoire de cette glaciation qui se passe encore actuellement. Le même phénomène est vu aussi au niveau de la Scandinavie. La petite carte à droite vous présente les taux de surrection au niveau de la zone entre la Suède et la Finlande, ce qu'on appelle le golfe de Botnie. Donc vous avez aussi des taux d'élévation qui sont de l'ordre du centimètre par an au maximum. Je crois que, alors, une prochaine planche, juste un petit clin d'œil pour vous dire qu'il y avait aussi dans ces zones-là des gens qui s'intéressaient au niveau marin depuis longtemps, en particulier l'inventeur de l'échelle de température Anders Celsius, qui au XVIIIe siècle se posait des questions et avait fait des marques en fait sur des blocs dans les ports de l'époque, et d'autres géologues sont venus remettre des marques ensuite. J'espère que les collègues suédois remettront une marque en 2031 qui correspondra à l'évolution depuis. Il y en a une par siècle. Et à l'époque, Anders Celsius, lui, pensait que c'était la mer qui s'évaporait. Maintenant, on sait que c'est lié à cette remise en forme viscoélastique de la Terre. Alors, tout ceci est lié, planche suivante, au fait qu'il y avait ces énormes calottes de glace sur les continents.
Je remontre encore une fois la planche que j'ai montrée ce matin. Catherine Ritz vous a présenté une actualisation, mais globalement, l'essentiel était qu'il y avait cette énorme calotte de glace, 4 km de glace qui pressait, qui déprimait, qui créait une dépression au niveau du Canada, et pareil sur la zone scandinave, avec des répercussions ensuite de déformations terrestres qui perdurent encore aujourd'hui à l'échelle de la planète entière, dont il faut prendre en compte, que l'on doit même prendre en compte pour les mesures actuelles par satellite. C'est ce qui, je pense que Annie Cazenave en parlera peut-être, mais le rebond isostatique post-glaciaire, il affecte aussi le champ de gravité actuel. Ici, c'est encore une fois pour un exemple de l'Amérique du Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des satellites qui mesurent précisément la surface de l'eau, qui mesurent les changements du niveau marin, les satellites altimétriques, mais il y a aussi des satellites gravimétriques qui pèsent les masses terrestres, les masses de l'océan, les masses de glace, etc. Qui cartographient les évolutions des masses de glace, des masses à la surface de la Terre. C'est un couple de satellites qui se suivent à 200 km l'un de l'autre. Et grâce à ces deux satellites gravimétriques, il est possible de reconstituer les évolutions, les changements du champ de gravité qui correspondent à des évolutions de masse à la surface, au niveau terrestre. Et c'est ce qui est retranscrit en fait sur la carte de droite pour l'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, quand on utilise ces données brutes de Grace, on voit qu'il y a une augmentation de la masse au niveau de l'ancienne calotte laurentide, qui ne correspond pas à la croissance d'une nouvelle calotte laurentide, mais qui correspond à ce flux centripète dans le manteau de roches, qui est lié à cette remise en forme de la Terre après la glaciation. Et par contre, des zones où là, il y a des pertes de masse qui sont représentées en bleu, qui correspondent, elles, par contre, à des masses de glace du Groenland, des glaciers de l'Alaska, qui ont tendance à perdre de la masse actuellement. Donc, pour pouvoir cartographier et quantifier les changements actuels des calottes de glace avec ces satellites gravimétriques, les scientifiques sont obligés en fait, de faire des corrections de ce phénomène géologique de rebond isostatique post-glaciaire en utilisant des modèles afin d'éliminer en particulier sur ce diagramme l'effet géologique, l'énorme tache rouge, pour ne laisser subsister finalement que les effets récents, qui sont liés actuellement aux pertes de masse au Groenland et dans les autres calottes. Ces modèles géophysiques, je n'ai absolument pas le temps de les détailler, mais ces modèles de géophysique, ils sont en fait calés sur les données, en particulier de niveau marin, qui sont localisées un peu partout sur la planète, aussi sur les données marégraphiques. Et ces modèles peuvent être ensuite utilisés pour reconstituer l'évolution du niveau de la mer moyen global, qui est la quantité qui est directement comparable avec les volumes d'eau stockés sur les continents dans les calottes de glace. Sur les échelles de temps de la déglaciation, l'expansion thermique est secondaire. Donc c'est essentiellement ce que l'on voit pendant la déglaciation, c'est essentiellement des changements de masse d'eau liés à ces fonds de glace. Il n'y a pas un trait de côte où on va pouvoir dire on va avoir accès au changement moyen niveau global. On est obligé d'utiliser une compilation de toutes les séries temporelles de changement du niveau de la mer et des modèles de géophysique pour pouvoir les interpréter et faire cette moyenne à l'échelle globale. Donc ici, je vous ai représenté un diagramme qui compare plusieurs estimations récentes. Il y a plusieurs groupes qui font de la modélisation. Donc là, c'est un zoom entre 12 000 ans et l'actuel, et on voit qu'il y a quand même certaines divergences. Si on regarde par exemple à 10 000 ans avant le présent, donc 10 milliers d'années, vous voyez que les deux estimations de GMSL, de niveau moyen global, sont différentes de plus de 15 mètres. Plus de 15 mètres, c'est 2 fois le Groenland, donc c'est pas rien. Donc il y a encore beaucoup de science, beaucoup de choses à creuser pour essayer de résoudre les problèmes. On pourrait faire un zoom sur la partie la plus récente, sur la partie la plus récente, pour montrer en fait que les deux reconstitutions, en particulier celle du groupe de Pelletier ici au Canada et un groupe australien piloté par Kurt Lambeck, les deux estimations ne sont pas en accord. Il y a une divergence pour les derniers 6 000 ans. Alors, à cette échelle-là, on la voit peu, mais elle est de quelques mètres, et il y a en fait un désaccord entre les différentes écoles pour savoir si c'est réel,
Est-ce que le niveau de la mer était stable, absolument stable? La fonte des calottes était terminée à 6000 ans avant le présent, ou est-ce qu'il y a eu encore une petite évolution, une petite fonte, quelques mètres quand même, depuis 6000 ans avant le présent? C'est ce que pense Lambeck, par exemple, avec une contribution, parce que pour ces époques, il n'y avait plus que l'Antarctique qui pouvait contribuer significativement, avec des contributions différentes dans les modélisations de la calotte de l'Antarctique. Donc des débats encore qui sont très animés. Alors il est utile, on peut prendre ces modèles de réajustement isostatique post-glaciaire pour revenir à Marseille et pour essayer de faire des calculs de géophysique du niveau marin de la côte marseillaise, pour essayer en particulier de faire proprement, enfin plus proprement que de prendre la courbe de Tahiti, pour essayer de calculer un âge de fermeture de la grotte Cosquer. Alors c'est ce que nous avions été les premiers à faire avec Kurt Lambeck. En fait, en 2000, on avait fait un papier justement qui était avec des considérations sur la grotte Cosquer, avec une modélisation de la remontée locale avec la modélisation qui tient compte de toutes les données de niveau de la mer, en tout cas à l'époque. Et on avait pu calculer que lorsqu'on considère l'entrée à moins 37 mètres, eh bien, on tombait sur un âge de l'ordre de 10 000 ans. Quand on prend un travail plus récent qui a été réalisé aussi par c'est une contribution aussi partiellement liée au CEREJ, par Vaki et al., qui eux ont utilisé les modélisations des calottes de glace de Pelletier, donc du groupe de Toronto. Eh bien, quand on considère les modélisations pour la côte marseillaise, eh bien, on voit qu'en reportant une entrée à moins 37 mètres, ce n'est pas les mêmes diagrammes, donc ils ne correspondent pas. Il faut regarder précisément les différentes cotes, mais vous voyez que l'entrée à moins 37 mètres correspond à un âge qui serait plus élevé que 11 000 ans avant le présent. Donc on retrouve finalement le désaccord que je vous ai montré sur les estimations globales du niveau marin, les divergences entre les estimations d'un groupe de modélisation et de l'autre. On les retrouve finalement quand on fait les calculs de fermeture de la grotte, soit 11 000 ans, soit 10 000 ans. Il y a encore des choses à faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est rééchantillonner la grotte. Alors je sais qu'il y avait eu des échantillons de coralligènes qui avaient été prélevés au niveau de l'entrée de la grotte. Il faudrait en fait dater ça avec d'autres techniques plus précises, en prenant des échantillons vraiment collés et essayer de localiser des trottoirs à Lithophyllum bisoides en profondeur, donc à 40 mètres de profondeur, pour faire les choses proprement et avoir une estimation indépendante pour caler ces modélisations. Pour terminer un peu, je vais revenir à Tahiti. On essaye donc de travailler, donc ce sera bien d'aller plonger et d'aller récupérer des échantillons directement à l'entrée de Cosquer pour refaire cette estimation de fermeture. Et du côté des grandes variations et de ces courbes de niveau de la mer qui sont actualisées et toujours, on essaye de progresser, aller dans d'autres zones. On essaye d'aller à l'heure actuelle dans l'océan Indien, mais on essaye aussi de compléter, d'améliorer les différentes courbes établies à Tahiti en particulier, en redatant certains coraux, en redatant de nouvelles carottes et en croisant les informations. Ici, ce que je vous représente, c'est un diagramme de biologie, la distribution bathymétrique, c'est-à-dire des habitats de profondeur de vie de différents organismes fixés, en particulier des coraux, les différentes espèces de coraux en Polynésie, d'algues corallines qui synthétisent du carbonate de calcium, mais aussi d'autres organismes, des gastéropodes qui sont ce qu'on a fixé, qui s'appellent des vermets, et qui sont beaucoup plus restreints au point de vue de leur bathymétrie. Donc ils nous donnent plus d'informations, c'est une information qui est beaucoup plus fiable au point de vue de la profondeur d'eau. Et à l'heure actuelle, au CEREJ, donc toujours, on est avec nos fameuses machines à remonter le temps, on essaye de redater donc la planche suivante. Un exemple, on a pu... donc là, c'est juste une photo de plongée de Polynésie qui vous montre un récif complexe avec des coraux, des algues rouges coralliennes, des algues vertes qui synthétisent du carbonate de calcium. Et à l'état fossile, eh bien, on va pouvoir retrouver ces différents organismes. Un exemple où on a redaté les deux échantillons qui bordent cette fameuse remontée très rapide à 14 000 ans, avec différents organismes où l'on a pu montrer en fait que tous les organismes ont exactement les mêmes âges. Alors ici, il s'agit de l'âge C14. Un dernier graphique pour vous montrer qu'on fait autre chose aussi au CEREJ. On va directement aussi à proximité des calottes pour essayer de dater les roches sous-jacentes qui correspondent en fait au retrait relativement récent
des calottes de glace. Ici, il s'agit d'un exemple tiré d'un papier où nous avons contribué récemment, en datant, avec d'autres isotopes et quelquefois le C14 aussi, les roches qui sont sous-jacentes au retrait glaciaire du Groenland. On peut le faire aussi en Antarctique. Mais donc tout cela participe justement à cette activité autour des changements climatiques actuels et passés, et qui donc nous permettent aussi de pouvoir faire des projections dans le futur. Je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé, je crois, abondamment, et je vais terminer juste par vous laisser quelques conclusions que je vous laisse lire. Voilà, je vous remercie de votre attention.